Vous regardez Sahel TV, c'est l'heure du journal en français. Tout de suite, le sommaire. Le festival des villes anciennes à Ouadane, dont l'ouverture devait avoir lieu demain, 24 décembre, a été reporté. Ce report fait suite à une lettre adressée au président de la République par les élus de la ville de Ouadane, les notables et les habitants. Et puis, la Mauritanie tout entière pleure ses fils, Ahmedou Ould Mohamed Ould Abdelaziz, président de la Fondation Rahma, et le journaliste Cheikh Oumar Ndiaye, qui ont perdu la vie suite à un accident de circulation à 800 km de Nouakchott dans le Wad el-Gharbi. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a procédé à la fermeture d'établissements coraniques non autorisés. Cela a provoqué une vague de colère des citoyens. Bonsoir à vous tous et bienvenue. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a décidé de reporter le Festival des Villes Anciennes, Ouadane 2015, dont l'ouverture devait avoir lieu jeudi 24 décembre. Ce report, Cindy, fait suite à une lettre adressée au président de la République par les élus de la ville de Ouadane, les notables et les habitants. Au moment où le cortège funèbre passait devant l'aéroport international de Nouakchott, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été récupéré par son homologue mauritanien qui l'a pris dans la voiture qu'il conduisait personnellement. Le cortège a repris la route du cimetière Akreidil à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nouakchott. Là, le président Ibeka a une oraison dont les propos ont grandement ému l'assistance. C'est au tour du président Macky Sall du Sénégal de venir à Nouakchott présenter physiquement ses condoléances. Toujours dans ce cadre et à la suite du décès de notre confrère, Cheikh Oumar Ndiaye, c'est le président Mohamed Ould Abdelaziz qui est arrivé ce matin chez sa famille pour présenter ses condoléances sans escorte. La Mauritanie tout entière pleure ses fils Ahmedou Ould Abdelaziz, président de la Fondation Rahma, et le journaliste Cheikh Oumar Ndiaye, qui ont perdu la vie suite à un accident de circulation à 800 km de Nouakchott dans le Wad el-Gharbi. Fatimatou Soudaina nous dresse le portrait de ces jeunes partis à la fleur de l'âge. Après minuit, rien ne semble indiquer sa position sociale. Pourtant, c'est un personnage que tout le monde aurait pu connaître en Mauritanie. Mais comme la plupart des citoyens honnêtes qui rendent un service considérable à la nation, Ahmedou aimait se faire petit. Le regard innocent, un sourire d'ange, il n'est pas moins que le fils cadet du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Ahmedou Ould Abdelaziz, le nom se confond avec celui de son père, avait décidé de se consacrer aux autres. Son occupation favorite, offrir aux plus démunis les moyens de leur subsistance. Humaniste de la première heure, l'homme solidaire rentré d'une mission de bienfaisance. Il était en route pour la capitale, conscient d'avoir agi pour l'intérêt général. Hélas, le prodige Ahmedou s'en est allé, laissant derrière lui des amis consternés et une famille dans le désarroi. Le père de la nation est en deuil, tout le pays est à ses côtés. Mais l'orpheline reste l'organisation non gouvernementale Rahma qui a perdu son président. Un autre dirigeant s'en est allé, un journaliste hors pair, très disponible pour ceux qui l'ont côtoyé. Cheikh Oumar Ndiaye était ce patriote engagé jusqu'au bout de la plume. Il était le président du club des jeunes journalistes, rédacteur depuis décembre 2014 à Dune Voice, le programme média de Diversity Institute. Il laisse derrière lui une femme éplorée et tout un pays qui prie pour le repos de leur âme. La mort est un vêtement que tout le monde portera. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Merci Fatimata Soudaina. Nous sommes sur ce plateau avec Amadou Diallo, coordinateur général de la Fondation Rahma, qui vient de perdre tragiquement son président. Bonsoir Amadou. Bonsoir. Alors, M. Diallo, toute la nation est attristée par le décès de votre président. Que pouvez-vous nous dire sur Ahmedou Ould Abdelaziz? Merci, je vous remercie d'abord. Je remercie la TV Sahel de nous avoir
invités à venir justement nous exprimer sur le sujet. Il est vrai qu'il est difficile dans les circonstances actuelles d'être véritablement en mesure de dire énormément de choses. Tant la vie de Ahmedou est remplie véritablement de belles actions, mais je dois avant tout d'abord dire que à côté du studio, on est venu avec en tout cas l'équipe de bénévoles qui accompagnait la fondation à l'intérieur du pays. Donc on a quasiment toute l'équipe qui est là, bien entendu avec les 3 malades qui sont à l'hôpital militaire et puis les 2 qui nous ont quittés tragiquement, dont notamment Ahmedou Abdelaziz. Et puis la deuxième personne, bien entendu, c'est Cheikh Oumar Ndiaye, qui est le journaliste à l'Authentique, je le précise tout de même. Donc, je présente à mon nom personnel et au nom des bénévoles qui nous ont accompagnés durant ces 3 jours, nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées, à la famille de Ahmedou Abdelaziz et à la famille de Cheikh Oumar Ndiaye, d'où d'ailleurs nous venions avant d'arriver au studio. Voilà donc ce que je pouvais d'abord dire en préliminaire. Monsieur Diallo, quelle ambition avait-il pour cette fondation? L'ambition qu'il avait pour cette fondation, c'est justement donc de se consacrer aux autres, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Malheureusement, le personnage n'est pas connu par beaucoup de monde parce que tout simplement ils l'ont pas approché pour savoir ce qu'il détient comme on va dire personnalité, comme altruisme, comme véritablement personne, comme une personne qui est toujours portée à apporter en tout cas des solutions pour soulager, pour secourir ou pour venir en aide aux autres. Et je crois que c'est cette idée-là qui sous-tend un peu véritablement la philosophie de la fondation. Donc je crois qu'il faut savoir aujourd'hui et surtout j'insiste là-dessus, il faut qu'on sache que Ahmedou Abdelaziz, au-delà même d'être le fils d'eux, comme on dit ailleurs, est d'abord une personnalité qui est d'une grande moralité, d'abord qui a aussi des grands principes, qui est respectueux, qui aime justement donc régler les problèmes, corriger les disparités ou aussi tout simplement venir en aide aux personnes démunies. Et je crois que c'est ça qui est la philosophie qui l'alimente. Alors, côtoyer tout le monde, être avec tout le monde, c'est une idée qui doit survivre. Comment comptez-vous maintenant faire? Comment comptez-vous faire? Moi, je crois que en réalité, c'est que la seule chose qu'on puisse faire pour honorer sa mémoire, et bien entendu celle de Cheikh Oumar Ndiaye, parce que quand même ce sont des destins liés. Les deux, faut pas l'oublier, portent la même ambition, portent les mêmes valeurs, portent la même approche par rapport un peu à l'humanisme, parce que Ahmedou Abdelaziz comme Cheikh Oumar Ndiaye donc ont eu à partager ces valeurs-là à travers l'action, toutes les actions qu'on mène au niveau de la fondation, tant au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'accès à l'eau. Donc toutes les campagnes qu'on a dit initier jusqu'à présent, surtout d'ailleurs tout dernièrement depuis le mois d'août avec une certaine accélération, a montré qu'il y a un certain nombre de personnes d'horizons différents. Et ça, peut-être qu'il faudrait revenir là-dessus, sur sa conception, sa perception un peu
de l'unité nationale, de ses rapports avec les autres communautés, parce que c'est important aussi de le dire, parce que pour moi, il en est la synthèse. Donc, sur cette approche-là, je crois qu'il faut dire que les deux personnes qui nous ont malheureusement quittés se sont retrouvées à travers justement donc la fondation, à travers les actions qu'on menait pour effectivement montrer à quel point cette belle ambition de servir les autres, c'est d'aider les déshérités, de venir en secours à ceux qui sont en difficulté, que c'est une belle ambition qui dépasse nos clivages, quels qu'ils soient. C'est les clivages politiques, les clivages sociaux, les clivages tout simplement de chapelle. Dieu sait qu'il y en a. Donc c'est pour cette raison que quand il m'a invité à venir le rejoindre donc autour de cette fondation, donc c'est d'abord sur une relation de confiance, mais en même temps cette relation de confiance elle vient de loin. Et sur cette relation de confiance, c'est pour cette raison, je dis donc les autres qui ont rejoint le projet, ce beau projet donc humanitaire, on les a invités justement donc à dépasser ces clivages et venir travailler en harmonie directe avec la population pour lesquelles on sert. Donc je crois que sur cette question-là, principalement, il est intéressant de magnifier ce qui a été fait, les ambitions qu'il a eues, et il me semble qu'il n'est pas allé au bout de ses ambitions, mais la chose qu'on peut faire pour honorer sa mémoire, c'est d'aller au-delà de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour véritablement donc saluer leur mémoire. Oui. Amadou Diallo, coordinateur de la Fondation Rahma. Ahmedou et Oumar, deux destins liés. Que connaissez-vous de notre confrère Cheikh Oumar Ndiaye? Cheikh Oumar Ndiaye, c'est un personnage agréable. C'est tout d'abord un personnage très agréable, parce que je l'ai découvert tout récemment quand on cherchait justement donc une personne dans la presse. Il est vrai qu'il est jeune. On s'est rencontrés, on a discuté, je lui ai expliqué un peu nos objectifs et notre vision, surtout par rapport à la fondation. Tout de suite, il y a une sorte d'adhésion, parce que dès le lendemain, alors qu'on avait une action, donc il a tout de suite mis la main dans le, on va dire, dans le cambouis, et puis depuis, il ne nous a plus quittés, parce qu'il a montré que c'était une personnalité d'abord qui n'est pas intéressée par l'aspect mercantile, donc qui a un désintéressement. Donc c'est quelqu'un qui au fond porte les mêmes valeurs que nous portons au sein de la fondation. Toujours ponctuel quand il s'agit des rendez-vous, aussi bien au niveau de la fondation qu'au niveau justement donc d'autres activités périphériques. En tout cas, toujours ponctuel, toujours jovial, toujours altruiste, et toujours porté à créer un certain nombre de liens, des ponts entre nous et la presse, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc je crois qu'à ce niveau-là, on peut dire, le peu de temps qu'on l'a connu, que c'est une personnalité qui nous a marqués et dont on aura du mal à se relever véritablement. Donc Amadou Diallo, quelque chose nous fait penser que cette mort participe à l'interpellation des vivants pour les appeler à plus d'unité, notamment. Qu'en pensez-vous? C'est l'aspect le plus important pour moi, c'est surtout ce point, fondamentalement, parce que je vais en revenir à Medoul Abdelaziz.
parce que c'est une personnalité qui, au fond d'elle, est convaincue que l'unité est possible et qui, au fond d'elle, n'a jamais fait le lit de la différenciation entre les communautés ou entre les ethnies. Donc, moi qui l'ai connu donc, il y a quelques années donc à Nice, puis on a continué à travailler ensemble ici, je me rappelle à une certaine époque où il me disait, quand son père a été porté à la présidence de la République, qu'il s'intéresserait toujours à pouvoir corriger les discriminations dont sont victimes certaines personnes, si elles sont portées véritablement, donc s'il pouvait le faire réellement. Donc, c'est-à-dire que pour lui, c'est important cet aspect-là d'unifier les choses. Et au niveau de la fondation, il faut, bien entendu, on vient de voir tout de suite l'équipe qui est composée donc personnes d'origine différente, donc d'horizons différents, et puis mais les 3 jours qu'on a passés ensemble à l'intérieur du pays, dans quasiment 9 wilayas, pour aller apporter le bien-être aux populations démunies, montrent à quel point c'est toutes les personnes, tous les bénévoles qui étaient présents avaient le même objectif, c'est-à-dire les mêmes valeurs, c'est-à-dire aller vers l'altruisme, aller vers, on va dire, tendre la main aux autres. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'on ne peut pas lui faire le reproche, comme souvent on est tenté de le faire ailleurs, d'être sectaire, d'être... voilà, donc... en tout cas, c'est une personnalité qui m'a marqué sur ce plan-là, et qui l'a montré à plusieurs reprises. Oui. Et je crois que la fondation et les actions qu'on a commencé à mener avec les différents bénévoles en est une manifestation éclatante. Merci Amadou Diallo, coordinateur de la fondation Rahma, qui vient de perdre tragiquement son président. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Véritable phénomène depuis quelques années sur Internet, les réseaux sociaux ont développé des milliers d'internautes à travers le monde entier. L'Internet est devenu un village planétaire avec de petites communautés et un langage assez particulier. C'est un reportage de Moula Idriss Fofana. Par définition, un réseau social désigne un ensemble de personnes réunies par un lien social. À la fin des années 90, des réseaux sociaux sont apparus sur Internet réunissant des personnes via des services d'échange personnalisés, chacun pouvant décider de lire les messages de toutes sortes d'utilisateurs. C'est également via les réseaux sociaux que les entreprises de presse ou les organes de communication informent leurs membres des derniers développements dans l'actualité. Pour ce professeur de comptabilité, il s'agit d'orienter l'utilisation de cet outil vers des domaines instructifs. Pour les réseaux sociaux, ça dépend de l'utilisation. Si on l'utilise pour l'éducation, ils seront meilleurs pour la société. Mais par contre, quand on l'utilise pour la destruction de la population, des études et tout ça, c'est négatif. Donc c'est l'utilisation qui peut dire que c'est positif ou c'est négatif. Chaque réseau social offre la possibilité de multiplier les relations et d'en développer de nouvelles. De nombreux réseaux sociaux, tels que YouTube, Facebook, entre autres, permettent la diffusion d'images qui peuvent changer la face du monde et entraîner les interventions dans certains points chauds du globe. Dans un monde de plus en plus individualiste, les réseaux sociaux ou les blogs permettent de rapprocher les personnes, les professionnels, de trouver des fournisseurs et des clients. Cependant, ils présentent quelques limites et des dangers. En effet, les pirates informatiques sont passés maîtres dans le vol d'identité via les réseaux sociaux. En y pensant, avons-nous vraiment besoin de 200, 500, voire 5000 amis? Car l'amitié, c'est plus qu'un visage sur un ordinateur. Reportage signé Moulay Fofana. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a procédé à la fermeture d'établissements coraniques non autorisés. C'est ce qui a provoqué une vague de colère des citoyens. Mohamed Mokhtar El Mokhtar.
La Mahadra ou l'enseignement originel. Au fil de l'histoire de la société mauritanienne, cette école est la première étape de la construction de la personnalité de l'enfant. Elle contribue à préparer l'esprit de l'enfant à accueillir le savoir et à fixer les bonnes valeurs dans son comportement à venir. Les autorités publiques ont toujours encouragé ce type d'enseignement qui participe à la construction d'une identité nationale. Cependant, le gouvernement mauritanien a procédé depuis quelques jours à la fermeture de certains instituts non autorisés à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Cette mesure a provoqué une vague de mécontentement. Cette décision n'est pas juste. Tout ce qui est de nature de l'enseignement coranique ne doit pas être fermé, mais on peut leur demander de faire les procédures nécessaires pour formaliser leur domaine. Malgré la colère de certains citoyens, il y a d'autres qui trouvent des explications de la décision pour justifier la décision du gouvernement. Pour eux, la régularisation du secteur est une nécessité absolue, compte tenu de l'exigence de la modernisation et l'adaptation au nouveau contexte mondial. Les mahadras ne peuvent pas évoluer dans l'informel. Pour moi, c'est normal que l'État cherche à organiser ce domaine, parce qu'à nos jours, nous sommes perdus. On ne sait plus ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc chaque ministère doit inspecter pour savoir la situation exacte de ses acteurs. En réalité, la conscience de l'importance qu'occupe la Mahadra et les chefs de Mahadra dans la culture mauritanienne exige la transformation de ces écoles coraniques en instituts et en établissements institutionnels. Cela nécessite naturellement une intervention de la part du ministère des tutelles, mais pas nécessairement en fermant les instituts qui fonctionnent déjà. L'achat de tenues traditionnelles neuves est de plus en plus délaissé par les jeunes au profit des t-shirts, jeans, chemises et pantalons mis sur le marché de la friperie. Ce nouveau look s'ancre davantage dans l'habitude vestimentaire de la jeunesse pour diverses raisons. C'est un récit de Fatima Tadde. Des tas de vêtements dispersés un peu partout. Des femmes assises à même le sol pour trouver la pièce espérée. Nous voilà au cœur de Nouakchott, dans une boutique de friperie. Dans ce marché, comme dans d'autres endroits de la ville, la friperie appelée communément le Fougoudiaï devient de plus en plus convoitée, notamment par les femmes, car elle est très pratique en cette période de conjoncture économique difficile et surtout que les prix sont abordables selon les clients. On préfère venir ici parce qu'on y trouve des vêtements de meilleure qualité avec un prix moins cher. Malgré que c'est usé, mais c'est mieux que les nouveaux vêtements, notamment dans cette période de froid. Tous les modèles sont à portée de toutes les personnes dans cette boutique de friperie. Des sacs, toutes couleurs et d'importantes marques de chaussures et de vêtements de différentes qualités sont vendus ici, selon le gérant. On vend deux types de qualité, numéro 1 et numéro 2. Numéro 1 est la plus chère. On l'achète, mais les clients préfèrent numéro 2. Elle coûte moins cher. On trouve ça aux abords des marchés et dans les rues, elle est la plus vendue. Partout dans la ville de Nouakchott, la friperie gagne de plus en plus de terrain. Et surtout, en cette période de froid, les clients ne manquent pas pour différentes raisons. Fatima Tadde. Demain, c'est la fête de l'Aïd el-Mawloud. Les marchés de Nouakchott ne désemplissent pas, surtout le marché de la capitale. L'atmosphère très festive de cette journée commence à se ressentir. El Alia Abbas, Cheikh El Hadrami. L'affluence ces jours-ci dans les différents marchés, notamment au marché de la capitale, bat son plein. Circuler à Nouakchott ces temps-ci est devenu un véritable casse-tête pour les usagers. Face à ce phénomène récurrent 2 jours avant la fête, le groupement de sécurité routière a commencé à mettre ses barrages pour éviter tout encombrement aux alentours du marché central de la capitale. Un embouteillage humain, monstre. Beaucoup sont ces Mauritaniens qui devront se battre à coups de coude pour acquérir un voile, un boubou ou simplement des habits de fête pour leurs enfants. Au milieu de ces embouteillages, l'ambiance du marché de la capitale est tout autre. Les marchands augmentent les prix, la clientèle trinque dans ces différents produits divers étalés par les marchands. La majorité de la clientèle demande voile et boubou. Les marchands ambulants se cantonnent aux robes. Souvent très pressés, les automobilistes se livrent à tout genre d'anarchie. Ainsi, le contour compris entre l'immeuble de la BMC, le carrefour de la BMD, l'intersection située au musée,
jusqu'à l'ancien emplacement de la fanfare. Tout ce périmètre est fermé à la circulation jusqu'après la fête. Il faut dire qu'à l'approche de la fête d'El Mouloud, les pressings sont très prisés par les habitants qui attendent des services de qualité. Fatima Soufal. Tout semble propre à l'entrée de ce pressing, les habits bien rangés dans le placard avec chacun un numéro d'attribution. Au fond du couloir, des jeunes sont à la tâche. Il faut s'organiser pour remettre chaque colis à son propriétaire. Laver pour autrui semble banal, mais le métier présente quelques difficultés. Au tout début, il n'y a pas de pressing à Nouakchott. Aujourd'hui, on les trouve à chaque coin de rue. Le métier n'est pas aussi rentable que ça. On s'en sort bien, malgré la concurrence. Les clients sont exigeants de nos jours, raison de plus de bien connaître les rouages du métier pour offrir un service de qualité. Nous sommes reconnus grâce au service de qualité que nous offrons aux clients, car nous savons qu'il faut d'excellents rapports entre les uns et les autres pour réussir dans cette affaire. Une affaire qui va porter du fruit certainement ces jours-ci à cause de la fête du Mouloud, célébrant la naissance du prophète, prière et salut sur lui. C'est un reportage de Fatim Youssoufal. À présent, notre page internationale en bref avec Ismaël Tanya. Au Mali, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako a rendu son verdict aujourd'hui dans l'affaire des Bérets Rouges. Plusieurs anciens hauts responsables militaires sont poursuivis pour leur possible implication dans une tentative de contre-coup d'État en mai 2012. Parmi eux, l'ancien meneur du coup d'État, Amadou Haya Sanogo. Certains vont finalement bénéficier d'un non-lieu, d'autres seront bel et bien jugés. 9 personnes ont été remises en liberté, parmi lesquelles l'ancien chef de la sécurité d'État, le général Sidi Alassane Touré. La Cour estime ne pas avoir suffisamment d'éléments à leur encontre. En ce qui concerne le général Touré, la Cour a donc suivi les recommandations du parquet qui demandait un non-lieu. L'ancien meneur du coup d'État de mars 2012, Amadou Haya Sanogo, sera en revanche jugé pour complicité d'enlèvement et d'assassinat. L'ancien chef d'état-major des armées, le général Dahirou Dembélé, et l'ancien ministre de la Défense, le général Yamoussa Kamara, restent également poursuivis pour complicité d'assassinat. Le parquet, qui avait également requis un non-lieu à leur endroit, n'a ici pas été suivi. Au Burundi, le Conseil national de sécurité burundais refute la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine d'envoyer une force de 5000 hommes dans le pays. Cette structure, qui est composée du président Nkurunziza lui-même et des responsables des différents organes liés au secteur de la sécurité, s'est prononcée de manière catégorique au dernier jour de l'ultimatum des 96 heures de l'UA. L'Organisation de défense des droits de l'homme exige des enquêtes sur des exécutions sommaires et homicides systématiques survenus après une série d'attaques contre des positions de force et de sécurité burundaises le 11 décembre dernier. Et dans cette déclaration du Conseil national de sécurité, on est très loin du rapport d'Amnesty International pourtant publié le même jour. Le Conseil a même noté une amélioration de la situation sécuritaire dans la majeure partie du pays depuis l'installation des nouvelles institutions, mais condamne les organisations et les individus qui font, explique-t-il, l'apologie de la violence et d'un génocide imaginaire dans le but inavoué de diviser la population et les forces de défense burundaises. Aux Comores, les dépôts des candidatures à l'élection présidentielle comorienne de 2016 ont été clôturés lundi. Cette élection présidentielle tient déjà toutes ses promesses en termes de rebondissements et surprises, des alliances quasi contre nature, des divorces improbables et même des candidatures inattendues. De son côté, un autre ancien président, Azali Assoumani, lui-même prédécesseur de Sambi, s'entoure de ceux qui pourraient être considérés comme ses ennemis d'hier. Le président Azali avait pris le pouvoir sur un coup d'État en 1999 avant d'être élu président en 2002. Certains investigateurs de cette crise sont aujourd'hui dans l'entourage proche du président candidat. Dans ce paysage présidentiel, le très controversé maire de la capitale, Mohamed Daoud, fait figure de challenger à ces élections dont le premier tour aura lieu le 21 février prochain. Au Burkina, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats officiels des élections législatives du 29 novembre dernier. Ces résultats confirment le rééquilibrage des forces en présence. Avec 55 députés, le parti du nouveau président aura besoin de nouer des alliances avec d'autres partis afin de mettre en œuvre son programme sans grand problème. En dehors des provinces d'origine, les leaders du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, où le parti a pratiquement remporté tous les sièges, le parti du Soleil Levant s'est contenté d'un partage des sièges avec d'autres partis en compétition. Ces résultats définitifs confirment le rééquilibrage des forces politiques en présence au Burkina, contrairement à l'ancienne législature où le CDP avait obtenu la majorité absolue. L'UPC de Zéphirine Diabré conserve ses 33 sièges et les 18 sièges du CDP sont confirmés. Ismaël Tanga, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations.
Le festival des villes anciennes à Ouadane, dont l'ouverture devait avoir lieu demain, 24 décembre, a été reporté. Ce report fait suite à une lettre adressée au président de la République par les élus de la ville de Ouadane, les notables et les habitants. Et puis, la Mauritanie tout entière pleure ses fils, Ahmedou Ould Mohamed Ould Abdelaziz, président de la Fondation Rahma, et le journaliste Cheikh Oumar Ndiaye, qui ont perdu la vie suite à un accident de circulation à 800 km de Nouakchott, dans le Oued El Gharbi. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a procédé à la fermeture d'établissements coraniques non autorisés. Cela a provoqué une vague de colère des citoyens. Le JT revient demain à la même heure sur la même antenne, sur la même chaîne. Merci de nous avoir suivis. Passez des bons moments en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.